Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir permis de nous réunir autour de la problématique ô combien centrale et importante de la survie des langues berbères. Je remercie également l'université de Béjaïa de son accueil. Je suis très contente d'y être. J'y compte beaucoup d'amis et de collègues. Donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Alors ma communication, donc je suis de l'université de Mostaganem. Je travaille dans l'axe de la sociolinguistique. Ma communication est intitulée « Le mythe de la tamazirisation des pratiques dénominatives aux fractures linguistiques et identitaires ». Alors, la tamazirisation ici, vous l'avez remarqué, est conçue sur le modèle de l'arabisation. Ceci n'est pas sans suggérer un arrière-plan idéologique, politique, qui est aussi travaillé par un arrière-fond mythologique. Et c'est de ça qu'il s'agira dans ma communication. Ce travail de mythisation s'est fait à la faveur d'un travail de réécriture du récit identitaire berbère. Il a débouché sur des conceptions et sur des conceptualisations en décalage par rapport aux réalités historiques, mais aux réalités linguistiques, pour ne citer que cela. Donc voici la présentation de ma communication. J'annoncerai ensuite le plan. Alors, dans toute situation, comme c'est le cas pour le contexte algérien, où la rigidité des schémas abstraits se heurte à la réalité d'un terrain en évolution, à un terrain dynamique, les pratiques linguistiques sont jugées comme certaines pratiques linguistiques, je vais dire, sont jugées comme déviantes par rapport à une norme ou par rapport à une certaine représentation de la norme, une norme qui aurait existé ou qui existe parce qu'elle aurait, qui existerait parce qu'elle aurait existé. D'où le fameux hiatus, d'où le fameux décalage entre les représentations et les pratiques. Alors, je commencerai donc par parler du paradoxe des langues berbères, une et ou plusieurs langues, l'idéologie colonialiste dans le processus de redécouverte de l'histoire des berbères, le mythe de l'isola kabyle ou le produit de surinvestissement, mais je passerai rapidement sur certains détails, la mythisation des récits identitaires, les dénominations problématiques, la complexité des dénominations en contexte urbain béjaoui et tizi-ouzéen, le zdimouh, je prendrai donc les exemples du zdimouh à Tizi Ouzou et le parler Qatli Qatlek, je suis d'ores et déjà Mourad Bektash qui a travaillé sur la question. Donc elle t'a dit, les noms dits d'une vision structurale de la langue, la minimisation de la variation interlinguistique et intralinguistique. Et si j'ai un moment, je parlerai du cas de l'hébreu qui est cité comme un exemple dans le discours des berbéristes pour parler de la résurrection d'une langue et du corse, langue polynomique. Et à la fin, je reprends un peu, j'allais dire, je travestirai un peu l'intitulé donc du colloque pour parler de l'impératif de la survie des langues berbères et les exigences de leur standardisation. Alors, je commencerai donc ma communication par ces quelques citations rapidement pour problématiser un peu la question. J'ai parlé tout à l'heure des récits identitaires. La question qui se pose, c'est de savoir si la berbérité peut se constituer ou constituer un champ de recherche indépendamment de l'activité militante. Concernant Tamazirt, je cite Doulari Abdelzaq, en Algérie, et quels que soient les objectifs qui lui sont fixés au plan glottopolitique, une pause critique est nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, nous marquons une pause justement pour réfléchir à l'évolution de la question de la standardisation du berbère et de son statut. Dalila Mosley, dans un travail très récent, s'interroge qui aurait imaginé entre les années 62 et 80 que les recherches sur Tamazirt prendraient l'ampleur qu'elles ont actuellement. Aujourd'hui, il s'agit non pas de suspendre le temps des pratiques linguistiques, mais d'effectuer une sorte d'arrêt momentané sur image qui permette de saisir les contours complexes, fluides, mouvants des pratiques dans la société. Alors, pour commencer, donc le premier point, le paradoxe des langues berbères. En réalité, c'est un peu le paradoxe de Thésée, c'est tous les paradoxes philosophiques
dont on peut parler aujourd'hui. Le paradoxe est le moyen de mettre l'homme face à ses contradictions et de l'inviter à y réfléchir. Donc c'est un exercice qui me semble salutaire. Le paradoxe pour le berbère est inscrit au cœur même de la dénomination. Est-ce une ou plusieurs langues? C'est une question qui divise, bien sûr, mais c'est une question qui devrait inviter à réfléchir. La dénomination officielle Tamazight renvoie-t-elle à plusieurs langues, à une seule langue, à toutes les langues berbères ou à consonance berbère? La langue Tamazight la veut-on une réplique d'une langue qui aurait existé? Cette reconstitution hypothétique à partir d'éléments locaux en fait-elle une langue, en fait-elle la même langue, une langue qui aurait existé, une langue qui aurait pu s'en rapprocher du moins? Le berbère est-il soumis au destin de cette peau de chagrin? Plus il y a de Tamazight et moins il y aurait de berbères. Plus il y a de berbères et moins Tamazight en tant que langue existe. C'est toute la question donc, de la dialectique à travers le temps, de l'évolution des identités réelles et postulées. Alors, les investigations, on parlait tout à l'heure de l'idéologie colonialiste dans le processus de redécouverte de l'histoire des Berbères. Cette idéologie, nous la retrouvons, elle a accompagné les premiers travaux d'investigation scientifique sur la question. Évidemment, le savoir colonial n'est pas toujours colonialiste, pour reprendre Doulali Abdelzaq. Cette vision orientaliste qui a exhumé un peu le fait berbère l'a valorisé, contrairement à ce qui a été fait par les Arabes, donc une certaine dévalorisation des Berbères, de leur culture, de leur langue. On sait aujourd'hui aussi que c'est à la faveur des travaux des berbérisants que l'histoire des Berbères a été découverte, notamment par les premiers berbérisants algériens qui étaient essentiellement kabyles. Alors après l'indépendance de l'Algérie, bien sûr, il y a eu cette diabolisation du fait berbère. Il a été considéré comme un fait colonial, il l'est toujours, mais c'est à partir des années 70 qu'un travail de récupération identitaire a été entamé, clandestinement d'abord, et il a éclaté au grand jour à partir donc, du printemps de l'année 80. Alors le mythe de l'isola kabyle ou le produit du surinvestissement, ce sont tous ces discours qui vont œuvrer à la réécriture du récit identitaire, un récit identitaire homogénéisant, où il y a eu un travail de mythisation que l'on retrouve aujourd'hui, hélas, dans le discours scientifique. C'est un peu ça sur quoi je voudrais insister. Alors, en traitant du mythe de l'isola kabyle, donc un travail de Nejma Abdel Fattah très intéressant, où elle s'interroge sur la Kabylie, terre de l'oralité, de la tiédeur religieuse, de l'absence séculaire de lien avec un État quelconque, des républiques villageoises, de l'exhérédation des femmes, cette isola qui aurait sauvé sa pureté originelle, cette terre si familière, où se trouve-t-elle? Ce questionnement procède donc ici pour Nejma Abdel Fattah, donc du besoin de mettre en exergue les effets de ce qu'on appelle une illusion produite par un phénomène de surinvestissement. Alors l'impression de surinvestissement, elle le définit, se trouve amplifiée par le sous-investissement qui touche les autres régions de l'Algérie et du Maghreb. C'est pour ça que les singularités ou la singularité de cette région, à savoir la Kabylie ou les régions berbérophones, semblent plus importantes que les autres particularités des restes des régions de l'Algérie ou du Maghreb. Doulali aussi s'interroge sur la même question en évoquant la question de la segmentarité qui présente la Kabylie et par extension les Berbères comme une singularité anthropologique. Alors, pour ce qui est des dénominations, donc première partie un peu de mon travail, je vais parler des dénominations et ensuite des représentations des langues. Alors, pour le berbère, donc, on le sait, le glossonyme a été fourni par l'ethnonyme qui aurait été attribué aux habitants du Maghreb par les Arabes. Là, aucune certitude, bien sûr, donc je vous laisse lire pour passer rapidement. Comme dans tout processus de réappropriation identitaire qui s'effectue dans un contexte de tension, de répression, d'oppression, de minorisation aussi, la récupération et l'affirmation de l'identité berbère devaient exhumer certains mythes anciens et les surinvestir symboliquement. Donc, il y a un travail de survalorisation qui a été fait. Et le peu de descriptions dont la recherche actuelle dispose concernant les 10 siècles obscurs de l'Afrique du Nord a amené certains linguistes, comme Salem Chaker, à formuler un certain nombre d'hypothèses invérifiables, parce qu'on ne peut pas remonter le temps,
quoiqu'elle soit présentée comme probable. Donc ceci n'est pas sans rappeler l'hypothèse de l'indo-européen et la fameuse offensive des néo-grammairiens qui ont introduit une certaine exigence de scientificité dans les travaux de recherche. Alors, cette appellation fondée sur des arguments relevant de la linguistique structurale, je parle de Tamazirt, relève d'une approche défensive et légitimatrice de la dimension berbère. Sauf qu'aujourd'hui, l'objectivité scientifique oblige à reconsidérer certaines dénominations, à reconsidérer le statut des langues. Dans les usages, le terme Tamazirt est un vocable donc générique qui renvoie aux différentes langues berbères, ça on le sait, je passe rapidement. Il est présenté comme une langue polynomique. Alors l'opération de dénomination, c'est un petit historique. On parlait de berbère durant la période coloniale. Les Arabes ont parlé de berbère. C'est à la faveur donc de ce travail de réappropriation qu'on a commencé à parler de Tamazir, d'Imaziren, de Tamazra, etc. Et le vocable, le terme a été repris, utilisé par les berbérisants, les militants, et repris également par les officiels. Donc sur ce point-là, il y a consensus, il y a l'appellation arrange aussi bien les officiels que les militants. Tamazirt, c'est un terme qui est déconnoté. On peut y revenir si vous voulez. Alors pour ce qui est de la complexité des désignations, donc face à cette homogénéisation au niveau de la dénomination, il existe une homogénéité sur le terrain. Donc, c'est aussi grâce aux travaux en sociolinguistique de terrain que nous pouvons aujourd'hui, que nous avons donc collecté un certain nombre de dénominations qui montrent qu'il y a aussi des fonctionnements diglossiques au niveau des dénominations. Alors, des enquêtes de terrain, je cite nos collègues donc Bessay, Bektash, Issaadi, qui ont montré que la réalité des désignations, des appellations, des langues dans les discours épilinguistiques est complexe et diversifiée. Donc, ce sont des travaux qui ont porté sur qui ont été menés donc, dans le cadre d'enquêtes micro-sociolinguistiques et pas dans le cadre de réflexion macro-sociolinguistique, ce qui nous permet d'avoir plus d'éclairage sur la complexité de la réalité. Alors, dans une enquête menée donc, à l'université de Béjaïa, Mourad Bektash a relevé une reproduction du discours officiel et militant dans les discours épilinguistiques des étudiants. Le terme berbère est associé à langue maternelle et le mot Tamazirt est rattaché à langue nationale. Donc je parle bien sûr sous l'autorité de ceux qui ont fait les travaux et qui sont là. Cette intériorisation donc, de la répartition diglossique ne laisse pas apparaître au niveau des représentations une opposition entre les différentes variétés, puisque toutes les variétés sont valorisées. C'est au niveau des pratiques que les difficultés apparaissent. Nous y reviendrons après lorsqu'on parlera de l'enseignement des Tamazirt en contexte scolaire. Alors ce sentiment de valorisation de toutes les variétés, y compris de Tamazirt et du berbère, s'explique par l'histoire liée à la revendication de la langue de l'identité berbère dans le fief et la kabylie. Les arguments affectifs abondent dans les discours. La désaffection par rapport à l'apprentissage de Tamazirt dans les autres régions berbérophones, mais arabophones aussi, pourrait s'expliquer par l'absence justement d'arguments affectifs et utilitaires. Et la question que je me pose, est-ce que le sentiment de loyauté linguistique suffira pour maintenir la motivation par rapport aux berbères? Alors, la hiérarchisation entre les langues berbères apparaît à travers des dénominations que des locuteurs donnent à leur langue, aux langues des autres, donc en fonction d'un certain nombre de variables. Pour la ville de Béjaïa, il y a différentes appellations qui sont employées pour qualifier le kabyle pratiqué par des groupes de locuteurs, et ce en fonction de leur provenance géographique et leur appartenance socioculturelle. Ça aussi, c'est des concepts dont on pourrait parler. Pour la ville de Béjaïa, certaines pratiques du kabyle sont dites khalota, mélange, ratli, ratlek, elle m'a dit, t'as dit, de parler féminisé, berbère cassé, kabyle cassé, etc. Donc ce sont autant de représentations qui reflètent en réalité des représentations diglossiques et conflictuelles parfois, même si cela n'apparaît pas au niveau macro-sociolinguistique. Ces dénominations sont produites par des locuteurs issus de communes de la ville qui perçoivent le kabyle des villes comme étant policé par rapport à celui qui est pratiqué chez eux. Un petit bémol, je souligne que les locuteurs du kabyle pratiqué en ville perçoivent également le kabyle pratiqué par les autres qu'ils qualifient d'arrivistes comme étant moins policé. Mais il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits, pas sur la ville de Béjaïa en tout cas, j'ai pu le vérifier auprès de mes collègues. Alors, à Tizi Ouzou, c'est le Zdimouh qui est stigmatisé. À Dra' Ben Khadda, par exemple, et c'est intéressant, notre collègue Smaïl en a parlé, c'est la langue de Jbeili, ou la langue du montagnard qui est utilisée.
la dénomination qui est utilisée pour dévaloriser cette variation. Alors, 3 minutes, c'est... 2. Alors, voilà, donc je rappelle qu'il y a eu un puritanisme qui a été prôné aussi dans les travaux sur Tamazirt. Je crois que je vais rapidement, je n'aurai pas beaucoup de temps, parler de ce Tamazirt scolaire qui est investi d'un nombre important et massif et abusif de néologies. Je cite donc les travaux de Sabri sur la question. Ibri Sabri, donc notamment des articles qui ont traité de la question d'une façon très détaillée, qui montrent le décalage en fait qu'il y a entre les langues de la socialisation première et les langues scolaires. Alors là, je ne sais pas par quoi finir. Voilà. Alors, par exemple, Malika Sabri, lors d'une enquête auprès donc, des concepteurs de manuels, donc on lui a dit que l'emprunt est dévalorisant pour les locuteurs, la relation entre l'arabe et le berbère est en conflit, donc c'est une des raisons qui les amène à proposer donc, des néologismes. Voilà, donc je crois que je vais passer sur beaucoup de choses, mais comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, il y aura un papier sur cela. Voilà. Alors, juste pour conclure, donc, un début de débat à engager sur la question du statut de Tamazirt et de la prise en charge des langues berbères, parce que je fais la différence entre Tamazirt et langue berbère, c'est important. Il y a beaucoup de mythisation, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de survalorisation dans le discours berbériste, à la fois militant, mais surtout scientifique. Donc je pense qu'à un moment donné de l'évolution sur la réflexion sur ces questions, il faudrait dépasser ces aspects mythologiques et mythiques dans les récits. Alors aujourd'hui, que le fait berbère est reconnu et assumé par l'État algérien, il serait peut-être urgent, et ce ne sont que des propositions, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Dourari, il serait urgent de réfléchir à une prise en charge des langues réellement pratiquées, à les doter de statut, peut-être, et ce n'est qu'une proposition, de langue régionale, en maintenant un statut de langue nationale et officielle pour Tamazirt, puisque l'appellation fait consensus donc, au sein de la communauté linguistique, scientifique, de les introduire en tant que langue première dans les premières années et tout au long de la scolarité de l'élève berbérophone. Il s'agit aussi de revisiter les productions littéraires produites dans ces langues, de promouvoir les productions théâtrales, cinématographiques, artistiques de manière générale, d'encourager les productions culturelles et scientifiques dans les différentes langues berbères, d'encourager la diversité concernant le choix de la graphie, des supports didactiques, aux pratiques de classe au lieu d'œuvrer donc à l'unicité. Il s'agit aussi de permettre, pour introduire plus de démocratie sociolinguistique, comme le disait Marcellesi, de permettre des échanges culturels entre berbérophones issus de différentes régions, de proposer un enseignement des langues berbères dans les régions arabophones pour, dans un premier temps, permettre à des arabophones qui voudraient comprendre les paroles d'une chanson, d'un film en kabyle ou en chaoui, ou tout simplement pour communiquer, de pouvoir le faire dans les langues réellement parlées, effectivement parlées. Il s'agit aussi, en décomplexant ce discours sur l'identité et sur les langues, de travailler à éviter les fractures en mettant davantage de souplesse dans l'approche des questions linguistiques et dénominatives et en déconstruisant les stéréotypes par rapport à l'adoption ou en adoptant des démarches compréhensives. Enfin, il serait salutaire, intéressant de mettre la linguistique structurale au service de la sociolinguistique et de la sociolinguistique urbaine pour comprendre les terrains et pour en finir avec la linguistique de cabinet ou la linguistique de bureau ou les réflexions à partir donc du bureau. Voilà. Et je vous remercie. Merci.